Et on fait juste rallier toutes nos forces ensemble dans un projet comme incroyable. L'entraide, c'est une valeur qui est traditionnelle, tu sais, c'est pas quelque chose d'innovateur. C'est des amitiés, c'est une résilience aussi. Ma très grande préoccupation, c'est la durabilité sociale de l'agriculture. Les fermes, on n'a pas le moyen d'en perdre. On connaît bien l'importance du mouvement coopératif en agriculture au Québec. On n'a qu'à penser au groupe coopératif Solio, l'ancienne coopérative fédérée, qui compte plus de 16 000 employés, 120 000 membres et dont le chiffre d'affaires dépasse les 8 milliards de dollars annuellement. Mais au-delà des réussites du modèle coopératif, il y a toute une tradition de solidarité qui existe dans le milieu agricole, où on a compris depuis longtemps qu'il était profitable d'allier nos forces pour faire face aux défis qui se présentent inévitablement quand on est agriculteur. Notre entreprise, c'est le Jardin des Chefs, situé aux Éboulements. On est des Montréalais, en fait, d'origine. Les deux, on se dirigeait un peu dans des directions qui étaient comme le fun, mais pas nécessairement le plus en ligne avec nos valeurs profondes puis nos convictions. Le rêve a commencé à germer, moi, quand j'ai vu Jean-Martin Fortier aller faire son discours, raconter la pertinence de ce qu'il faisait, la pertinence de retourner à la Terre puis à l'échelle humaine. 2023, mes souhaits pour cette année, c'est qu'on puisse continuer à œuvrer tous ensemble pour la mission. Ça a donné que j'ai atterri finalement dans la ferme à Jean-Martin Fortier. Moi, j'arrivais là puis je voulais apprendre comment on faisait ça, du maraîchage. Puis finalement, j'ai ressorti de là. Oui, j'ai appris comment, mais j'ai surtout compris pourquoi je voulais faire ça. On savait un peu vers quoi on voulait s'enligner, mais avant tout, ce qu'on voulait retrouver, c'était vraiment une communauté. On s'est rendu compte que nous, c'était à ça qu'on tenait, puis on entendait beaucoup parler des agriculteurs seuls, isolés, dans leur coin de rang. Je pense qu'en travaillant là, les deux ensemble, ça nous a allumé l'esprit sur un peu toute la possibilité qu'une ferme pouvait jouer, autant au niveau de la communauté, de nourrir sa communauté, d'être un espace nourricier pour les gens, mais nourricier même en termes de faire naître des choses. On voulait avoir comme vraiment un tissu social fort, rassemblé autour de la ferme, autour des activités agricoles. Puis on est arrivé dans Charlevoix et comme par magie, c'est déjà là. Pour vrai, on arrive, on est comme wow, nous-mêmes, en fait, là, on est plus les gens qui sont reçus dans cette communauté-là, qui se font interpeller par ça, qui, au final, se font solliciter pour faire des projets. Moi, je me suis intéressée à la transmission des exploitations agricoles, la réalité sociale des jeunes agriculteurs, la vie sociale et l'isolement social. Une importante enquête auprès de 400 jeunes agriculteurs qui ont répondu. Les facteurs d'isolement, c'était, entre autres, le nombre d'heures de travail, la qualité de la vie sociale qui t'entoure, le degré de scolarité. C'est une variable importante. Moi, je vais vous dire qu'un des milieux de socialisation où on se fait des amis, c'est à l'Institut de technologie agricole ou au cégep, quand on suit nos cours en agriculture. S'impliquer dans les organismes agricoles, les organismes communautaires. Ça, on voyait que c'était un facteur très important. Avoir une vie sociale, une vie affective, c'était des facteurs qui faisaient que ça pouvait, en tout cas du moins, briser l'isolement social, puis, effectivement, assurer l'avenir de l'agriculture. On avait étudié, entre autres, la vie sociale à travers deux réalités. Le réseau social, c'est-à-dire sur combien de personnes je peux compter? Il y avait au-dessus de 40 % des jeunes agriculteurs et agricultrices qui n'avaient aucun problème. On les avait appelés les compétents sociaux. Mais il y en avait c'était entre 16 et 20 %. Eux, ils sentaient de l'isolement, puis il y avait un petit réseau social. Et on se disait qu'effectivement, ce petit groupe-là, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a eu des ressources. À un moment donné, sur le terrain, on a commencé à se structurer. L'Union des producteurs agricoles aussi s'est commencé à s'intéresser à la santé psychologique des agriculteurs et agricultrices. Ça, c'était quelque chose qui était presque tabou, là, en 1980, 80 et quelques. Là. La vie des fermes dépend des facteurs, dont les facteurs sociaux. Un peu partout au Québec, de belles initiatives de solidarité ont vu le jour et plusieurs exemples concrets démontrent qu'allier nos forces et partager nos ressources peut être une avenue prometteuse.
On peut penser par exemple aux jeunes entrepreneurs de la ferme coopérative Agricola en Outaouais qui ont reçu le prix de la relève agricole en 2022. D'autres initiatives, comme les coopératives d'utilisation du matériel agricole, permettent à différents producteurs de partager des outils souvent très coûteux, mais nécessaires à leur entreprise. Je suis conseiller coordonnateur à l'UPA, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais délégué à la direction générale de la coopérative de solidarité Le Relais. Puis c'est quoi ça, le relais? Ça vise à faire du remplacement temporaire de courte durée pour aider les producteurs laitiers, majoritairement, pour donner un peu de répit, tout ça à court, moyen terme, faire des remplacements qui peuvent être réguliers, une journée par semaine, ou remplacement maladie, formation. C'est quoi les besoins qui sont exprimés par les agriculteurs qui font appel à vous au départ, là? C'est très, très varié. Il y en a qui ont besoin d'avoir un répit, mettons une journée ou une demi-journée par semaine pour faire différentes activités, là, juste se donner un petit break. Là. Quand c'est un quart à combler, là, tous les agents l'ont sur leur téléphone. Puis l'agent qui est disponible pour le prendre, il le demande. Moi, j'ai une option pour l'accepter. Après ça, j'informe le producteur. Quand on est producteur, on n'a pas le droit d'être malade. Ça fait que, ils continuent, puis ils n'ont comme pas le choix. Là. Il y a même des producteurs qui avaient avoué carrément qu'ils sentaient que le couple complètement était en détresse psychologique, puis en dépression, puis même que les enfants s'étaient rendus que ça allait mal à l'école, mais on ne peut pas dire qu'on règle tous les problèmes, mais avec des organisations comme les travailleurs de rang, puis avec nous autres, on peut faire des remplacements, donner du répit un peu, leur permettre de faire des activités en famille ou faire d'autres activités à la ferme, n'importe quoi. Là. Ça donne quand même un répit, là, puis ça lui permet de décrocher. Là. Une partie, je vais avoir besoin des heures de traite, puis je vais regarder avec les agents. Puis avant, les familles étaient plus grandes, il y avait plus d'enfants. Puis maintenant, les familles sont plus petites, puis les enfants ne suivront pas nécessairement la carrière de leurs parents. Ça m'est arrivé des cas où des producteurs qui étaient plus âgés me disaient moi, je n'avais pas besoin de vous autres, là, mais mon garçon prend relais, puis lui, il n'est pas question qu'il travaille 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'on intervient. Dans les années 30, 40, 50, oui. Quand on disait village, on disait ferme, on pensait vraiment à une communauté où tout le monde s'entraide, des familles nombreuses. Il y avait un incendie, tout le monde courait chez celui qui avait été éprouvé pour de rebâtir la grange. Est-ce qu'il y a encore ça? Vous savez, oui, il y a encore ça. Il y a des mouvements d'entraide. Ils sont peut-être plus puisés dans les mêmes sources, dans la famille, mais on voit qu'effectivement, vous parliez des agriculteurs qui ne sont pas issus de familles agricoles. Ce qu'il y avait d'étonnant dans l'étude qu'on a faite, c'est les jeunes agriculteurs et agricultrices qui ne venaient pas de famille agricole. Ils disaient « Mes parents sont beaucoup impliqués. Mon père, il va au colloque, un tel, il me ramène la documentation. » Ou bien « Ma mère, elle vient nous aider. » On voyait qu'effectivement, cette entraide-là était toujours là. Elle était d'autres sources. Elle venait des amis, elle venait de réseaux, que c'était plus nécessairement la famille proche ou la famille élargie, mais elle était là quand même. Puis on s'aperçoit qu'il y a encore ces réseaux-là organisés. On va enlever la queue, on va la foutre dans un des paniers, et là on va enlever ce qu'on appelle le placenta. C'est toute la partie. Donc les célébrations du kimchi, c'est des grandes journées de transformation de légumes qui vont devenir des lactofermentations. L'analogie du vivant, là, de dire que quand on regarde au microscope une choucroute, tu vois les bactéries qui digèrent une fibre de chou. Bien, quand tu regardes au macroscope, nous autres, notre gang, durant les célébrations du kimchi, on est une armée de monde qui digère des tonnes de choux en choucroute. Les célébrations du kimchi, ici, c'est la 3e année. Puis là, on atteint des nouveaux records de production. Nous, on produit des piments, Élie produit des champignons, Julien, lui, amène son expertise, sa connaissance de la fermentation, les jardins de Kaposo amènent leurs légumes. Bien là, premièrement, au lieu de se dire « OK, moi, je suis une ferme, puis mettons, je veux faire du kimchi », fait que là, je dois acheter des carottes à 1, je dois acheter des produits à 1. T'sais. À un moment donné, ça finit plus que ton cost, là, en bon français. Il est super élevé, puis là, tu as passé full de temps à te creuser la tête à essayer de développer un produit. Là, on se met ensemble, c'est des produits qu'on fait déjà dans le cadre de nos opérations individuelles, puis on fait juste rallier toutes nos forces ensemble dans un projet comme incroyable qui, en plus, touche les gens autour. Tu as des gens qui viennent de Montréal pour, genre, empoter du kimchi puis nous aider à travailler dans le champ.
D'un point de vue financier, de dire qu'on se partage. Tu sais, les gars, ils n'ont pas besoin d'avoir les équipements que j'ai. J'ai pas besoin d'avoir leurs équipements non plus. Charles, il fait des légumes. Les gars, ils font des piments forts. Moi, je fais la fermentation. Il fait les champignons. Mais là, on a accès à tout ça ensemble. Puis là, on s'amuse, tu sais, au final. Évidemment, c'est une force de travail qui est complètement impressionnante. T'sais, nous, on est une petite équipe, là, on est 3 en ce moment à la ferme. Jamais on pourrait se permettre de transformer 18 barils de choucroute, puis de kimchi, puis de pâte de piment. T'sais. D'inviter la communauté, de créer un moment de production participative, ça fait vraiment une force de travail qui nous est indispensable pour ce modèle d'affaires-là. Tout le monde vient mettre la main à la pâte et puis finalement comptabilise leurs heures. Puis au lieu d'avoir une redevance monétaire, bien, il y a une redevance de kimchi. De vendre, mettons, moi, mon piment tout seul versus vendre un pot de kimchi, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux, tu sais. Puis c'est un tout autre produit, puis on accède à une toute autre clientèle, tu sais. C'est vraiment ça, la force du mouvement, puis le fait de se mettre ensemble, c'est qu'à un moment donné, ça dépasse vraiment les fermes individuellement. Mettons, quand on pense à mettre des ressources ensemble, mettons, juste pour faire de la mise en marché. T'sais, si on est plusieurs ensemble, qu'on met de l'argent ensemble pour aller soit chercher une firme marketing, ou si on se dit, OK, on se met à la gang, on se sépare telle région, puis là, on fait du démarchage dans ces régions-là avec nos produits, bien déjà là, le fardeau financier et en énergie est déjà redistribué. Je veux pas avoir de pertes dans mon opération. Je produis 10 variétés de champignons. Ils sont tous sur des cycles différents. Donc là, en donné, j'arrive peut-être pas à toujours avoir exactement ce que les restaurateurs puis ce que les gens cherchent la semaine où est-ce que je vais faire mes livraisons. Donc, j'ai toujours quelques petits surplus à gauche, à droite pour pouvoir fournir le marché ici. Mais une bonne manière pour moi de pouvoir écouler ces surplus-là, c'est de les cuire au barbecue. Puis après ça, on en fait un kimchi qu'on appelle le kimchi capoté, que les piments Goria de la ferme du Jardin des Chefs, il y a les carottes, les daikons, les choux chinois du Jardin de Capozois, puis il y a mes champignons, des pleurotes qui sont là-dedans. Fait que là, cette année, on a fait 4 fois plus de kimchi capoté que l'année dernière parce que ça nous a pris 3 mois, on n'en avait plus. Les gens aimaient trop ça. On fait des rencontres pour pouvoir tout investir ensemble dans la cuisine de transformation qui est déjà présente, puis l'amener à un niveau supérieur, puis qu'elle puisse être accessible à tous les producteurs, les productrices de la région qui voudraient l'utiliser. D'être 5 entreprises dans ce projet-là, bien là, on peut accéder à un tout autre palier de financement. On peut avoir vraiment de la crédibilité quand on va se présenter à la MRC puis qu'on leur présente tout notre plan de commercialisation, qu'on leur dit voici ce qu'on a à mettre, voici c'est quoi le projet. Tout le monde est gagnant finalement dans ce modèle-là. On veut faire des produits particuliers puis représenter le terroir. C'est un projet, en fait, qui fait des petits puis qui est en train de créer, je pense, un bel impact à travers le Québec, dans le fond. C'est une belle porte qui est ouverte pour tous ceux qui sont loin, généralement, de l'agriculture dans leur vie au quotidien. Le fait de s'inscrire dans une communauté puis de pouvoir dépendre de d'autres personnes, de pouvoir profiter de l'idéation aussi des autres en faisant des projets communs, des projets collaboratifs, à un moment donné, ça permet de tout redistribuer la responsabilité, le fardeau, les tâches. Je pense que c'est rien de nouveau, en fait. Tu sais, la collaboration entre entreprises agricoles, le maraîchage de petite surface, l'entraide, tu sais, c'est pour moi une valeur qui est traditionnelle. Tu sais, c'est pas quelque chose d'innovateur en tant que tel, tu sais. C'est des amitiés, c'est une résilience aussi de comme s'il y en a un qui est malade, on peut compter sur l'autre. C'est aussi de pouvoir, pour moi, de voyager durant la saison, de dire, OK, je pars des Laurentides, puis là, je vais voir la gang de Charlevoix, je vais voir la gang de l'Estrie, je me promène comme ça. Moi, ça me permet de rencontrer des gens, tisser un tissu social qui finalement devient riche et résilient. Puis là, ben, là-dedans, il y a des idées qui pop. On veut pas que tout repose sur une personne, sur quelques épaules. On a envie de vivre ça à plusieurs. Un des facteurs importants qui va faire que les jeunes vont rester en agriculture ou que les agriculteurs vont demeurer en agriculture, c'est la qualité de vie dans leur milieu. Si on remonte à 60, 70 ans, mettons l'après-guerre, aller jusqu'au la révolution, un petit peu après la Révolution tranquille, on était encore dans un mode où avoir la ferme, c'était pas juste avoir une entreprise, c'était un bien intangible. C'était la famille qui se transmet à travers la ferme. C'était notre identité de famille agricole. Et puis, souvent, il fallait lâcher l'école pour être agriculteur, alors qu'aujourd'hui, il faut aller à l'école. C'est devenu, ça s'est professionnalisé.
les vies sont un peu plus indépendantes. On prend des vacances, on est capable d'entrevoir une retraite. On voit qu'effectivement, les jeunes revendiquent une qualité de vie. C'est quoi l'avantage principal de faire appel à vous plutôt que tout simplement appeler le voisin pour avoir de l'aide? C'est qu'il n'y a pas d'engagement minimum. Ils prennent les heures qu'ils ont besoin. C'est des employés de la coopérative Le Relais, ça fait qu'ils s'occupent de rien de la paye, aucune DAS, tout ça. Ça fait que c'est une facture avec TPS TVQ à la fin du mois, tout simplement. Puis la paperasse, ça fait partie des choses compliquées dans la vie des agriculteurs, je pense, hein? Ah oui, effectivement. Là, quand on peut, avec les journées qu'ils font, quand on peut le sauver des tâches administratives, les remises de paye, gérer des payes, etc., là, puis c'est sûr que ça les aide déjà. J'ai même eu des producteurs, des fois, que je les ai rencontrés, qui pleuraient au début. Là. Oh. Et juste le fait de connaître le relais puis de voir ce qu'on pouvait leur apporter, là, fait que c'était quand même assez touchant. Puis votre organisme, là, il couvre quel territoire exactement? C'est tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean complet. Là. Puis est-ce qu'il y a des projets de répliquer votre modèle ailleurs au Québec? Bien, il y avait une coopérative qui existait vers nous autres, qui était à Plessisville. Puis, dernièrement, on a fait une présentation dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, ça les a grandement intéressés. Puis, ils sont en train de monter une structure en place aussi, là, qui va être appuyée par la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais je vous dirais qu'il y a d'autres régions du Québec qui s'intéressent beaucoup au modèle puis qui communiquent avec nous autres assez régulièrement, là. Le partage, puis le fait d'avoir chacun des spécialités, puis de mettre ça ensemble, on accède à une expertise puis à une force incommensurable. Moi, je trouve que l'agriculture, elle va s'insérer dans le développement régional. Il y a des exemples de dynamisme en milieu rural qui existent. Dans les années 2000, quand on parlait de durabilité, c'est avant tout durabilité environnementale ou durabilité des ressources. Mais moi, je disais toujours aussi simplement, si on n'a personne pour entretenir les fermes, entretenir les milieux, si on n'a personne pour faire de l'agriculture, point final, s'il n'y a pas de qualité de vie, bien, ça ne donne rien d'avoir des fermes vertes, hein? On va avoir des fermes vertes, mais on n'aura personne. L'énergie de la relève agricole avec plus d'engouement pour un retour à la terre et tout ça, c'est aussi une réaction face au fait de... Tu sais, moi, je proviens du milieu universitaire en sciences environnementales. Tout ce que je faisais, en fait, c'était taper sur mon ordi, tu sais. Mais après, comme 3-4 ans de faire ça, tu te dis, OK, mais j'ai vraiment besoin de me rendre à un point où est-ce que je sens que j'ai un impact réel. Puis faire partie d'une communauté, ben ça apporte non seulement un sentiment d'appartenance, mais ça donne un sens aussi à ce qu'on fait. Dans notre terroir diversifié, de pouvoir innover puis jouer avec ça puis faire des trucs comme là, notre sambal, on a une pâte de piment qu'on est en train de fermenter en lacto. Et après ça, cette pâte-là va être mélangée avec du koji, qui est une moisissure de fermentation japonaise, qui va nous donner une pâte qui va être umami, sucrée, salée, piquante. Donc, tu sais, ça n'existe pas vraiment. T'sais, en Chine, ils vont appeler ça un tobanjian, mais c'est fait avec du soya. Nous autres, on va faire avec le pois jaune qui pousse bien ici. Fait que on joue avec notre terroir. T'sais. La semaine de la célébration du kimchi, ça a été comme une super célébration. Fait que, je pense qu'il y a vraiment comme il y a un changement qui est en train de s'opérer, un intérêt aussi pour le terroir, redécouvrir le terroir, puis de mieux comprendre comment prendre soin, puis comment le valoriser aussi. T'sais. Le monde agricole a depuis longtemps ses propres publications permettant à tous de se tenir au courant des dernières actualités et de garder un certain contact avec le milieu. On peut penser à des journaux comme La Terre de chez nous, qui existe depuis 1929, ou le Bulletin des agriculteurs, qui remonte à aussi loin que 1918 et qui est encore publié plus d'un siècle après sa création. De telles publications sont encore pertinentes à notre époque, mais il existe aujourd'hui d'autres outils pour tisser des liens entre les acteurs du monde agricole et leur communauté. Pour les frères Jean-William et Michael Côté, ça prend la forme d'un balado. Alors bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast Les idées radicules. C'est un balado qui fait émerger les enjeux agricoles et agroalimentaires.
Quand tu fais du maraîchage, tu as des longues heures souvent seul, où ce que tu désherbes, tu es dans la contemplation. Puis ces heures-là sont souvent passées avec des écouteurs dans les oreilles, à écouter des balados. Puis des fois, on le disait un peu à la blague là, en travaillant. On était comme, ouais, on devrait se partir un petit balado. Puis on aimait ça, jaser aussi des balados qu'on avait écoutés en 2 rangs de betteraves, discuter d'idées. On faisait la révolution là, en train de récolter. T'en inspires plusieurs avec ta vision. Nous, ça fait 20 ans là, qu'on parle des changements climatiques. C'est pas nouveau pour nous. Là. Il y a comme l'idée qui est germée de créer vraiment un pont entre le monde urbain et l'agriculture en soi pour vraiment reconnecter. Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. On commence tout juste notre saison 4, fait que ça marche super bien. Hein? On a des bonnes cotes d'écoute, les sujets intéressent le monde. On réussit à rejoindre du monde qui, j'ai l'impression, justement, n'était pas nécessairement connecté avec le monde agricole. Ça, nous-mêmes, on est ce qu'on appelle des néo-ruraux. Là. On vient pas du milieu agricole, on n'a pas de parents qui étaient dans le milieu, à moins que tu remontes à quelques générations plus loin. Puis de se rendre compte, en voulant se lancer un peu dans le milieu intéressé, qu'on connaît tellement pas grand-chose de ce milieu-là, dans le fond. Fait que c'est un peu l'intérêt de nous-mêmes s'informer, puis en même temps, en faire profiter aux autres, puis de parler de sujets qu'on trouve super importants. Dans ma recherche, j'étudie la biogéochimie des sols. Il y a des sujets qui sont nichés des fois un peu plus, mais qu'on rend ça super accessible. Puis on se fait du fun, on rencontre des intervenants du milieu passionnants. Puis nous-mêmes, ça nous drive à continuer là-dedans. Là. On avait des défis quand même dans le travail collectif, puis la satisfaction de tout le monde, puis l'horizontalité, comment mettre en place une horizontalité, puis... Les différents modèles de production sont fragmentés entre eux, tu sais. Fait que les gens qui font du maraîchage sont pas tout le temps au courant de ce que les acériculteurs font. Ceux qui font du sirop d'érable sont pas tout le temps au courant de ce que les apiculteurs qui font du miel font. Fait que c'est une manière un peu de se reconnecter avec cet acte-là primordial que c'est de manger. C'est vraiment une manière de se reconnecter avec le monde, puis de le percevoir, puis de l'interpréter, puis de l'habiter, de le vivre. Merci aux auditeurs et auditrices. Oui. À la prochaine. Dans notre étude sur l'isolement, ce qu'on a vu, c'est que les agriculteurs, ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'une vie sociale, voire des amis. Pas nécessairement avoir de l'information agricole. Il y en a qui voulaient avoir une vie sociale, sortir de chez eux, surtout ceux qui sont en production animale. Puis il y en a qui voulaient effectivement avoir le petit coup de main en période de pointe. Puis, il existe des coopératives de main-d'œuvre, il existe des gens qui s'organisent des fois pour aller donner un coup de main. Ça existe encore. Ensuite, ça, on voyait que c'était des éléments qui étaient très importants. T'sais, on parle souvent d'isolement en agriculture, puis que les agriculteurs sont seuls dans leur fond de rang. Ben là, nous, ça n'a jamais été autant l'inverse. Dans notre quotidien, on cherche des moments pour avoir des moments de solitude, parce qu'on est professionnellement tout le temps tissé serré avec les entreprises. Des fois, il y a des longues nuits, tu finis tard. Des fois, tu finis à minuit, 1 heure. Il faut que les choses se fassent. T'as peut-être pas tous les employés qui sont là avec toi pour toujours travailler. Des fois, en basse saison, c'est un petit peu plus solitaire. Mais là, maintenant que Jean-William, Mike puis Gabriel sont arrivés, ben là, des fois, c'est Jean-William qui pop à 11h, qui vient me voir et qui dit « Hey, veux-tu que je t'aide à finir? On close ensemble, tout ça. » Ça fait juste que le quotidien est beaucoup plus léger, tu sais. On se sent soutenu ensemble. Moi, quand j'ai un peu de temps, ben on va cueillir des piments, tu sais, puis tout se passe un petit peu plus vite. Puis là, on peut se retrouver à prendre l'apéro ensemble après. C'est le fait de partager, comme l'autre soir, il y avait une soirée ici dans la serre, une soirée musicale, puis tout ça, puis là, on jase, puis nanani, puis là, on pense à des idées de recettes, puis tout ça, tu sais, fait que c'est propice à l'innovation. Là, on a utilisé beaucoup de gingembre pour les kimchi, puis du beau gingembre de Kaposo avec un feuillage frais, avec une odeur qui est exquise. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, on chope la tige, on fait des herbes salées, on prend les feuilles, on les déshydrate, on peut faire des tisanes après, puis je pense que c'est ça. Boucler les boucles, ça fait partie de notre mission. C'est plus difficile dans un modèle où tu restes avec 1 ou 2 personnes, puis tu essaies de voir ce que tu peux faire. Là, en étant 6-7 autour d'une table, clairement, nos activités de brainstorm sont bien plus productives, puis on en arrive avec des idées qui sont innovantes. Là, oui, les jeunes, les néo-ruraux, les jeunes qui ne viennent pas de familles agricoles. Ces gens-là qui ont produit les fromages de spécialité, ce pas des gens qui viennent de familles agricoles puis qui faisaient du lait pour faire exporter ou faire le yogourt, etc. C'est des jeunes qui ont démarré,
qui sont allés chercher de l'expertise ailleurs. Ça, c'est super important. Et puis, on leur fait faire des stages, puis ils découvrent des fois des réalités, même s'ils viennent d'une ferme, des réalités insoupçonnées. C'est pour ça que je trouve ça intéressant quand il y a des jeunes qui viennent d'ailleurs, qui s'établissent en agriculture. Premièrement, c'est une variété, ça entretient les... Si c'était qu'au plan matériel, ça entretient l'agriculture, ça entretient la vie agricole, un lien avec la communauté. Bien, avec Élie, on est allé au Japon l'hiver dernier là, pour aller lui découvrir d'autres fermes de champignons, comment ils font au Japon, puis moi aller voir la fermentation de barils de shoyu, les sauces tamari, puis de miso, le saké, ces affaires-là. Il y a des myciculteurs là-bas qui m'ont beaucoup inspiré aussi, parce que la myciculture, qui est comme la culture des champignons, en fait, c'est plus traditionnel au Japon. Ici, c'est plus nouveau, mettons. De rencontrer des gens qui ont hérité de ce savoir-là, puis en fait, cette tradition-là, c'est une rencontre qui est magique, tu sais. La vie agricole n'a jamais été de tout repos. Mais il n'est pas normal que des hommes et des femmes ne puissent jamais prendre une journée de congé ou partir en vacances pour un moment. Et ce, quel que soit leur métier. Qu'elles soient organisées, structurées ou spontanées, la solidarité et l'entraide entre les producteurs agricoles ont des effets très positifs. Et dans un monde où les plus gros occupent vraiment beaucoup de place, on ne peut que se réjouir de voir les plus petits joueurs s'organiser et mettre en commun leurs ressources.